Bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cette deuxième conférence du programme des vétérans FBFL. Alors, je vais commencer déjà en remerciant évidemment Mme Perron d'avoir accepté de nous offrir une conférence aujourd'hui. C'est une femme qu'on admire, évidemment, et que nous avons le plaisir, le grand plaisir de soutenir. Pour nous, vraiment, c'est un privilège. Elle pense que c'est elle qui a le privilège, mais nous, à la Fondation, on pense vraiment que c'est nous qui avons un privilège de pouvoir participer de très, très loin là, à ce merveilleux projet dont elle va vous parler dans quelques instants. Évidemment, j'aimerais vraiment remercier là, nos principaux commanditaires sans qui le programme aujourd'hui, le programme réservé uniquement destiné aux vétérans, qui va avoir un an là, en juillet, donc dans quelques semaines, ça n'aurait pas été possible sans ces importants partenaires-là. Donc, évidemment, je parle de la Fondation Barry F. Lorenzetti, de Pratt & Whitney, puis la Fondation Tenequip, qui nous soutiennent depuis le tout début, puis qui déjà ont confirmé qu'ils continuent à nous soutenir. Donc, c'est un programme qui est là pour demeurer. Donc, on commence, on s'améliore. Moi, j'ai eu la grande fierté de vous dire que grâce au travail exceptionnel de mon équipe, aujourd'hui, on finance près de 10 organisations qui ont accepté d'offrir des programmes, des services, des activités. Puis on va vraiment là du traitement pour vétérans seulement à des sorties de pêche à la mouche pour vétérans seulement. Donc, à travers ça, bien, une belle panoplie là, d'activités et de services. Donc, merci à eux d'avoir accepté d'offrir ce type d'activité-là qui est essentiel. Les vétérans ont besoin de services dédiés, conçus sur mesure pour répondre à leurs besoins. Il faut que ça soit offert. Les vétérans qui décident de continuer dans le mixte, pas de problème, ça existe. Puis on continue, nous, à y investir et à le bonifier également. Mais on croyait qu'il était vraiment essentiel en 2021. On aurait voulu le faire avant, croyez-moi. Mais on croyait que c'était essentiel maintenant de l'offrir là, exclusivement pour les femmes. Donc, moi, je ne vais pas prendre trop de temps parce que c'est vraiment pas moi qui est intéressante aujourd'hui. Vous me permettrez de remercier chaleureusement mon équipe. Je parle de Rosa Sarchez et de Stéphanie Thomé. Donc, Stéphanie, qui est la coordonnatrice du programme des vétérans, qui fait un travail exceptionnel. Alors, c'est elle aujourd'hui qui va animer cette conférence. Alors, je vous souhaite à tous, à Steph et à Sandra également, une excellente conférence. Puis, on se revoit pour la 3e en novembre. Merci beaucoup. Merci, Anne, et merci encore à tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on va commencer, je vais commencer à présenter Mme Sandra Perron. Après, on va passer à une période de Q&A. Si jamais on ne réussit pas à répondre à toutes les questions, nous, on va vous les envoyer les réponses par courriel. Et n'hésitez pas aussi de nous contacter par après la conférence pour si vous avez des questions. Aussi, on est en train d'enregistrer cette conférence, donc ça va être publié sur notre page YouTube pour que vous puissiez le regarder par après. Donc, la lieutenant-colonel honoraire, Mme Sandra Perron, est une vétérane, fondatrice et directrice exécutive de Pepper Pod, partenaire principal de A New Dynamic Enterprise, ainsi que titulaire d'un siège au sein de plusieurs conseils d'administration et comités consultatifs. Elle est autrice à succès de sa biographie « Seule au front », un témoignage de la première officière de l'infanterie canadienne qui détaille les expériences qu'elle a vécues pendant ses 13 années de service dans les forces armées canadiennes. Elle est animatrice des sessions Life Shop où elle utilise des pratiques de formation réflexive, la programmation neurolinguistique et des techniques de cartographie mentale tout au long de sa formation. Au cours des 5 dernières années, elle a guidé les participants tout au long du processus de transition d'une carrière militaire à une nouvelle aventure enrichissante. Donc, merci Mme Perron d'être ici et je vous cède le contrôle pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Anne. Avant tous les autres mots que je vais vous partager, je voudrais reconnaître que je siège présentement, j'habite et je travaille dans le territoire
inachevée des Anishinaabe algonquins, une petite ville qui s'appelle Ottawa. Puis, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. J'aimerais aussi remercier la Fondation québécoise des vétérans. Moi, je dis tout le temps à tout le monde que c'est la Fondation québécoise des vétérans, mais parce que pour moi, c'est le support que vous m'avez apporté pour nos vétéranes. Et je remercie aussi la Fondation Barry F. Lorenzetti qui, sans vous, je ne pourrais pas continuer à opérer ici. Vous avez non seulement fourni un support au niveau de partenariat, mais aussi financier. Les deux sont également importants pour moi parce que j'aime ça savoir qu'il y a des gens qui sont préoccupés et qui ont le cœur à la même place que moi pour nos vétérans et nos vétéranes. Donc, je vous partage mon écran. Je me disais aujourd'hui que je vais vous parler un petit peu des transitions, mais avant de commencer, je veux vous dire qu'ici à Chelsea, on annonce une petite tempête dans la prochaine heure et demie. Et il y a deux choses qui vont arriver là s'il y a une tempête. Il y a des bonnes chances qu'on manque d'électricité. Fait que ça, vous allez devoir patiente pour voir si je suis capable de me reconnecter. Ça m'est arrivé il y a à peu près 3 mois. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a du tonnerre, je vais me ramasser avec 60 livres de chien Golden Doodle dans mes bras. Et ça, on peut travailler à l'entour de ça. Fait que ça, on va être correct. Je vous raconte une petite histoire pour vous dire qu'au niveau des transitions, je peux pas dire que c'est une chose que je partage souvent comme présentation, mais c'est tellement important. Puis dans le travail que je fais, je vois les défis associés avec ça. Là, la présentation, je la fais seulement en français, mais les questions à la fin vont pouvoir être en français ou en anglais. Je suis complètement bilingue. D'ailleurs, je dis tout le temps que je suis trilingue parce que je connais un petit peu d'hollandais. Quand j'étais en Bosnie, pendant mon premier tour, à un moment donné, on avait une partie le bataillon belge qui s'en venait prendre une partie de notre secteur de responsabilité qui venait prendre la relève. Et on avait un centre de communication dans notre camp. Fait que je suis allée voir les boys puis j'ai dit « Hey, pouvez-vous me montrer comment dire « Bonjour, bienvenue à notre camp » en hollandais. Ouais, c'était pas des Belges, c'était des Hollandais. Fait que là, ils m'enseignent « Heilige Schtroumpf, het is Flair Mauschmann ». Et là, je me pratique avec eux pendant 4-5 jours. Et finalement, l'état-major du bataillon hollandais débarque et je commence ma présentation en regardant le colonel, commandant de bataillon. Heilige Schtroumpf, het is Flair Mauschmann. Et c'était le silence total. Mais un major dans le fond de la salle se met à rire. Et je me suis dit, il est donc bien effronté, lui, de rire de mon accent. Mais j'ai continué en français et en anglais. Mon commandant de bataillon à moi, il semblait être assez fier. À la fin, ce major-là, il vient me voir puis il dit « Capitaine, why do you say that? Heilige Schtroumpf, het is Flair Mauschmann. » Et là, je me suis dit « J'ai dit « Wow! » J'ai dit « Bonjour, bienvenue à notre camp. » Il dit « Ah no, you say holy shit, it's Batman. » Et c'est là que j'ai appris que, non, je ne parlais pas 3 langues et que les Hollandais ont un très bon sens d'humour. Je commence avec un petit peu d'historique pour parler un petit peu de la transition. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment le début de la libération des femmes au niveau de leur permettre d'avoir des emplois. Et donc, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, on a vu au-dessus de 50 000 femmes qui se sont jointes aux Forces armées canadiennes. Dans ce temps-là, c'était des endroits spécifiques pour les femmes, les Wrens, les Wrens, bon, là, je me rappelle pas de tous les noms, mais il y avait les Quacks qui appelaient leur groupe spécifique pour les Forces armées. Et on a vu au-dessus de 50 000 déployés qui travaillaient pour les Forces armées canadiennes. Ensuite de ça, en même temps que la Deuxième Guerre mondiale,
pendant que ces 50 000 femmes-là se sont joints aux forces et que les autres, les hommes se déployaient pour l'effort de la guerre, on a vu que les femmes ont pris la relève. Ont pris la relève dans les champs, sur les fermes, dans les manufactures. Ils conduisaient des camions, des tracteurs, prenaient soin des bêtes et ils travaillaient dans les usines des manufactures d'armes et dans le fond, ils travaillaient dans la construction. Ils ont vraiment, au-dessus de 2 millions de femmes se sont joints au marché du travail. Et en même temps que ces femmes incroyables-là travaillaient des fois 12 heures par jour, ils faisaient la maintenance de leur jardin, prenaient soin des enfants, prenaient soin du foyer, de la maison. Et souvent, ils prenaient soin aussi des personnes âgées parce que dans ce temps-là, les foyers pour personnes âgées étaient quand même assez limités. Et donc, et en même temps de tout ça, souvent, ces mêmes femmes-là trouvaient le temps pour tricoter des bas et des foulards pour envoyer outre-mer aux hommes qui faisaient la guerre. Et donc, ça, c'est un petit peu l'évolution de quand les femmes ont commencé à rentrer dans le marché de travail. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? C'est que ces femmes-là, quand la guerre s'est terminée, les femmes se sont retrouvées à la maison, mais ne voulaient pas arrêter de travailler. Ils voulaient continuer à avoir une satisfaction de faire un travail, de gagner un peu de sous, même si c'était très minime comparé à leurs collègues masculins. Mais ils voulaient quand même continuer. Et quand les hommes sont revenus, ils n'ont pas tout de suite commencé à partager dans les autres tâches. Ils n'ont pas pris la relève de prendre soin un peu des enfants ou des personnes âgées ou du foyer. Eux, ils ont continué à travailler. Et donc, les femmes, dans les années 45, 50, 55, 60 et ainsi de suite, se sont vues avec un travail, les enfants, la famille, le foyer, les parents âgés, et tout ça prenait de la place dans leur vie. Et donc, ils ont vraiment développé une bonne capacité de faire des multitâches, mais aussi, ce qu'ils ont développé, c'est que leur centre de gravité à elles était partout ailleurs que sur elles-mêmes. Et on va en parler un petit peu plus tard, mais on va voir ce que ça donne aujourd'hui, où est-ce que quand les femmes transitionnent entre leur carrière et la vie civile. Je travaille pour le projet Mémoire. Le projet Mémoire, c'est un organisme qui envoie des vétérans et vétéranes dans les écoles pour parler aux jeunes, à la demande des professeurs, sur c'est quoi être vétérane. Et ça fait, je pense, 10 ans que je vais dans les écoles, surtout dans le coin du jour du souvenir. Et les enfants posent beaucoup de questions. D'ailleurs, quand j'y étais l'année passée, avant le COVID, je l'ai faite par virtuel l'année passée, mais l'année d'avant, je me rappelle, il y a un petit garçon de la 5e année qui m'a demandé si j'avais fait la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ça pour dire que les enfants sont très curieux. Souvent, je suis devant eux, comme vous voyez dans la photo, avec mes médailles. Des fois, j'ai amené mon uniforme et j'amène de l'équipement. Et quand je rentre dans la classe, il y a toujours quelqu'un qui dit « Quand est-ce que le major Perron va arriver? » Parce qu'il ne voit pas une femme en tant que vétérane. Et la première chose que je fais avec ces enfants-là, c'est que je joue un petit jeu avec eux. Je leur montre les images comme vous voyez et je dis, bon, qui peut deviner qui fait quoi dans la vie? Qui est l'architecte?
qui est secrétaire, qui travaille dans un hôpital, qui soigne les malades. Et je fais bien attention, surtout en français, de ne pas utiliser médecin comme masculin ou infirmière, ou je garde ça très neutre. En anglais, c'est plus facile, là. Et là, comme vous allez probablement constater, c'est que les enfants voient, que je leur demande qui combat le feu, par exemple. Et souvent, ce qu'ils nomment comme la personne qui va combattre des feux, c'est soit numéro 1, numéro 3, numéro 5, l'architecte peut-être numéro 5 ou une des femmes. Et ils attribuent des rôles très stéréotypes à ces gens-là au niveau de leur sexe. Et quand je leur montre la réalité de ce que ces gens-là font dans la vie, bon, ils se mettent à rire, ils réalisent un petit peu qu'ils se sont fait piéger et que leurs préjugés, leurs stéréotypes étaient assignés selon les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Et non, on en parle après ça. Mais c'est pas de leur faute. Et c'est la point de départ, c'est que ces enfants-là, selon une étude de Harvard qui a été faite quand même il y a à peu près 10 ans, démontrent que nos enfants reçoivent au-dessus de 30 000 messages par jour au niveau de les médias sociaux, au niveau de les publicités, la télévision. 30 000 messages par jour, et ça fait quand même 10 ans, c'est probablement quadruplé là, aujourd'hui. Et les messages que nos enfants reçoivent aujourd'hui, même si ils ont des modèles de rôles qui sont non traditionnels, les programmes pour attitrer des rôles spécifiques à des gens. Et c'est encore là, c'est pas de leur faute. Parce que si un enfant travaille sur des recherches et il va mettre dans Google soldat, soldier, les images qu'ils vont recevoir, c'est prédominant masculin. Et c'est la même chose pour vétérans. Et là, j'ai pas coupé et collé, là. J'ai pris les images qui m'apparaissent selon les algorithmes de mon ordi. Médecin, c'est la même chose, même si c'est un milieu où est-ce que maintenant les femmes sont rendues presque 50%. Muscle, architecte, directeur funéraire, boss, PDG, chef d'entreprise. Et donc, nos enfants sont programmés pour avoir des images et des rôles très spécifiques. Et je vais vous dire pourquoi c'est important ça dans quelques minutes. Chauffeur de taxi, hein, on voit tout de suite la différence dans la démographie de nos chauffeurs de taxi. Et apparemment, pour être un trucker, ben, ça prend une calotte. Fermier. Même dans un domaine où est-ce que les femmes sont plus que 50% présentes, on voit que les images reflétées sont très masculines. En anglais, quand on marque teacher, on a des femmes. Professeur, c'est des hommes. Et ensuite de ça, il y a toutes les images au niveau de garderie, infirmière, agents de bar, qui sont de façon prédominante plus des femmes. Et même dans quand on fait des recherches sur des choses un peu moins évidentes, comme l'histoire de l'humain, les Néandertals, c'est presque juste des hommes. Il faut se poser la question comment est-ce qu'on a fait pour évoluer et être ici aujourd'hui. Mais ça, c'est dans les images qu'ils vont recevoir, mais c'est aussi dans les livres, les livres de texte. Et ça, c'est les choses importantes. Mais si une petite fille voulait rentrer dans la marine ou la garde côtière et décide de faire une recherche sur, disons, bateau, les 800 premières images vont être
tous des hommes. Là, je m'excuse, là, il y en a une qui est un petit peu offensante. Je voulais l'enlever, puis j'ai complètement oublié, mais c'est aussi pour faire le point que les images sont axées seulement sur les hommes et 99% sur des hommes blancs qui sont au volant de tous les bateaux. Même le SS Fat Guy a son bateau et le petit Louis a son bateau. Et nous, dans les 800 premières images, et j'ai arrêté après ça parce que je m'ennuyais, mais dans les 800 premières images, il y a une femme au sein d'un volant de bateau parce qu'apparemment, on est capable de conduire un bateau qui n'a pas de moteur et qui ressemble à un cygne. Ce que ça fait aux enfants, c'est que ça les programme. Et c'est pas juste les enfants. En 2016, la monnaie canadienne a émis des pièces de monnaie qui démontraient nos héros nationaux. Et ce qu'ils disaient, c'est « Nos enfants vont pouvoir tenir dans leurs mains les pièces de 20 $ avec nos héros. » Et quand ils ont fait le lancement, c'était juste des hommes blancs pour refléter les rôles traditionnels. Et ça continue aujourd'hui. D'ailleurs, je fais tout le temps des petites recherches. Si je fais une présentation sur ça, je fais tout le temps des recherches en dedans de les 48 heures qui précèdent, juste pour être sûre que je suis encore courante. Et évidemment, j'ai fait des recherches agents immobiliers, puis c'est ce que j'ai trouvé. Bon, ce que ça fait, ces images-là, ça programme non seulement les enfants, mais les femmes aussi. Et ça atteint la confiance, l'estime de soi. Et ce que ça fait avec l'historique de ce qu'on appelle les générations avant nous, des femmes qui ont essayé de tout faire, incluant le travail, les enfants, la maison, les personnes âgées, c'est que l'énergie des femmes sont dévouées à s'assurer que tous ceux et celles autour d'elles reçoivent l'attention nécessaire. Et quand je fais des fins de semaine de ressourcement, c'est une chose qu'on réalise qui est plus présente que n'importe quoi d'autre. Et le syndrome de pas être assez bonne pour tout faire, qu'on n'est pas assez bonne au travail, on n'est pas assez bonne à la maison, on n'est pas une bonne mère si on n'allaite pas, si on allaite, si on va travailler, si on reste à la maison. Tous ces domaines-là, on reçoit des messages constamment qu'on n'est pas à la hauteur. Et souvent, quand je fais les fins de semaine de ressourcement, c'est ce qui ressort. Parce que maintenant, moi, c'est des fins de semaine de transition que je fais. Et c'est pour les femmes qui vont soit sortir des Forces armées canadiennes de la GRC dans les 2 ans qui vont suivre et qui se préparent tranquillement, ou qui sont déjà vétéranes, donc sont sorties des Forces de la GRC, ou bien même c'est des épouses. Et ce que je vois le plus, c'est que ces femmes-là ont déménagé à chaque 2-3 ans d'une base à l'autre. Elles se sont pas faites énormément d'amis, parce que à 14% de présence féminine dans les Forces armées canadiennes et dans l'équipe de la défense, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, sauf peut-être dans les métiers vraiment traditionnels comme le système médical ou même l'administration, les finances. On voit des femmes dans ces rôles-là, mais souvent, elles sont mutées dans un bataillon d'hommes. Et donc, on dit, bon, entre 14 et 17% la présence féminine dans les forces, sauf que souvent, ces femmes-là sont éparpillées un peu partout. Et on inclut là-dedans les femmes dans la réserve, qui sont beaucoup plus nombreuses, et les femmes dans les métiers plus traditionnels, on va dire.
Et donc, les femmes qui sont dans les autres métiers, souvent, ils n'ont pas de chum de femmes. Ils n'ont pas de copines avec qui jaser souvent. Et parce qu'ils déménagent aux 2-3 ans, ils s'habituent à pas trop investir dans les relations, les amitiés de femmes parce qu'ils savent qu'ils vont les perdre. Et donc, quand ils approchent la transition à la vie civile, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps, pour la plupart d'entre elles, surtout s'ils sont dans la même catégorie d'âge que moi, à peu près 50-55 ans, ils quittent leur travail, leur profession, leur métier. En même temps que ça arrive, souvent les enfants ont grandi, sont en train de soit aller à l'université ou quitter le milieu familial. Le conjoint ou la conjointe est aussi dans un gros changement dans leur vie. Et tout ça arrive en même temps que leur corps est en train de changer. Parce qu'ils sont dans la phase où il y a beaucoup de changements qui arrivent à leur corps. Et donc, ils se ramassent, à un certain âge, tout leur centre de gravité qu'il y avait avant, le conjoint, les enfants, la carrière souvent de leur conjoint ou conjointe, le milieu où est-ce qu'ils dépensaient probablement 90% de leur énergie est en train de changer. Et en même temps que ces changements-là, leur corps change. Et c'est pour ça que la transition à la vie civile peut être un défi énorme, parce que c'est quelque chose que les femmes militaires ont en commun, c'est ce qu'ils vivent ça toutes seules ou avec très peu de copines pour se défouler, pour partager, pour avoir des choses en commun, pour s'épauler. C'est important dans cette phase-là de leur vie d'avoir des connexions. Les femmes ont un don unique. Et ce don-là, cette capacité-là qu'elles ont, c'est d'être capable d'aider d'autres femmes dans certaines phases de leur vie. On est très bonnes là-dedans. Tu sais, nos premières règles, nos premiers amours, notre première grossesse, notre premier allaitement. Et tu sais, moi, je suis dans la phase de ma vie où est-ce que mon corps change et mes chums qui ont 2 ans plus sur moi, 2 ans de plus que moi, commencent à me préparer sur qu'est-ce qui s'en vient et ce que je vais vivre et pourquoi je vais avoir des poils qui vont pousser sur mon menton, puis pourquoi je peux plus porter de turtleneck, puis quand je ris trop fort, on va s'arrêter là. Mais tout ça pour dire qu'il y a des changements quand même importants. Et c'est l'importance d'avoir une connexion. Quand je fais des fins de semaine avec 8 à 10 participantes autour d'une table et qu'elles commencent à parler des changements dans leur vie et que finalement, elles reconnaissent qu'elles ne sont pas les seules à vivre ça, mais que d'autres femmes vivent parfois exactement ce qu'elles vivent. Une lumière s'allume, une chaleur s'installe, pas ce genre de chaleur-là, mais une autre chaleur, une genre de confort, de savoir qu'elles ne sont pas anormales, que c'est tout à fait même normal ce qui leur arrive. Et c'est pour ça que c'est facile de développer une connexion. Les femmes arrivent ici pour leur fin de semaine de ressourcement. Ils arrivent le vendredi, ils ne se connaissent pas. Et par le dimanche midi, ce sont des sœurs d'âme, des confidentes. Elles s'aiment profondément. L'importance de ça, c'est que nous devons être les mentors que nous aurions aimé avoir. C'est le focus que j'offre toujours aux femmes, même les jeunes, je leur dis, trouvez-vous une mentor et soyez une mentor pour la prochaine génération. Ça va vous donner des compétences de leadership,
ça va vous rendre plus forte. Soyez des alliés, des mentors, des coachs, des confidentes, des sœurs, des pom-pom girls pour d'autres femmes. C'est ça qui nous manque. Tu sais, on a été vraiment très capable dans les dernières années de mettre un fardeau de culpabilité chez les hommes pour tout ce qui est arrivé au niveau de harcèlement, d'inconduite sexuelle, les Weinstein de ce monde, et voilà, j'ai oublié les autres parce que je suis dans cette phase-là de ma vie que j'oublie des choses. Mais on est très bonne à mettre la culpabilité sur les hommes blancs. Maintenant, c'est à nous d'être des meilleurs alliés. Et il y a une raison pourquoi on ne l'est pas au travail. On l'est dans la vie civile, comme j'ai mentionné tantôt. On est vraiment bonne et on a ce don unique-là. Mais quand on arrive au travail, combien de femmes ont dit « on est nos pires ennemis ». Il y a des études là-dessus. Souvent, c'est parce qu'on est en train d'essayer de survivre nous-mêmes. Peut-être qu'on veut que nos collègues soient plus tough pour être capables de survivre ce milieu-là. Et aussi, les hommes font des choses différentes, de façon différente que nous. La compétition, l'agressivité, je dirais même, dans les décisions et tout ça, ça fonctionne pour eux. Pour nous, les femmes, la compétition, ce n'est pas dans notre ADN, selon les études. Vous avez tous peut-être entendu parler de Women are from Venus, Men are from Mars et des livres comme ça. La quantité de livres qui sont sur le marché sur ça sont quand même impressionnantes. Je le sais parce que j'en ai lu beaucoup en sortant des forces pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé et pourquoi j'avais quitté une carrière que je rêvais de faire depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai appris que les hommes et les femmes communiquent différemment. Et donc, dans un milieu de travail, on n'est pas nos meilleurs alliés, mais on peut le devenir. Avec un peu de conscience et d'éducation, on peut le devenir. Quand les femmes viennent ici pour une fin de semaine, je veux qu'ils partent toujours avec 2 leçons de vie. Et la première, c'est que je suis parfaitement imparfaite. Malgré tous les messages que je reçois sur l'Internet, que je suis pas assez grande, pas assez mince, pas assez petite, pas assez intelligente, pas assez forte, je suis parfaite comme je suis. I am enough. Et la deuxième, c'est que j'ai fait de mon mieux. Dans tout, on fait de notre mieux. Et quand les femmes réalisent ça, et je leur donne des exemples de tout ça, ils partent avec une nouvelle confiance, un nouveau groupe de support, des alliés, des sœurs d'âme, et ils sont beaucoup plus solides pour entreprendre le prochain chapitre de leur vie. C'est fou ce qu'on peut faire avec des chums de filles. C'est fou ce qu'on peut faire quand on a la confiance et le support et l'équipe derrière nous pour cette étape-là de notre vie. Je vous garde pas plus longtemps. J'espère qu'il va y avoir des questions. Je vous remercie et je vous laisse avec un message qui est très important. Quand j'ai quitté les forces, il y a quand même plusieurs années, j'ai écrit mon livre. Il y a une couple d'années, j'étais à un événement pour mon livre et il y a une femme qui s'est levée debout et qui m'a dit « Moi, j'ai lu votre livre et je veux savoir pourquoi vous êtes encore loyal envers une organisation qui vous a tellement maltraité et que vous avez, en bout de ligne, perdu votre carrière. » Et elle était presque fâchée que moi, j'étais pas plus aigrie et enragée envers l'organisation qui m'avait fait d'un côté tellement de tort. Et ce que je lui ai dit, c'est que moi, je connais
plus que la plupart des gens les sacrifices que font les hommes et les femmes dans les Forces armées canadiennes. Et pas juste au niveau des déploiements et sur le champ de bataille. Je parle des sacrifices au niveau, oui, physique, mais aussi mental, et aussi les sacrifices de déraciner leur famille à chaque 2-3 ans, de déménager, de changer de plaque d'auto, de vendre la maison à perte parce qu'on a acheté quand le marché était haut et on a vendu quand le marché était bas, de trouver un nouveau spécialiste pour les difficultés de nos enfants, pour aller dans des nouvelles écoles, voir nos enfants perdre leurs amis. Et la liste continue. Je les connais très bien, ces sacrifices-là. Et je maintiens aujourd'hui que c'est ma famille et que les membres des Forces armées canadiennes, ainsi que toute leur famille, méritent tout notre respect et notre admiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. C'était excellent. Donc, on a une question pour débuter la période de questions et réponses. Monsieur Guy Réel, je vais lui passer la parole. Et voilà. Monsieur Réel? Bonjour, Guy. Bonjour, Madame Perron. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Là, j'ai des petites questions techniques. Je suis officier d'entraide pour la communauté, comme vous le savez. Pour accéder à votre ressource, on réfère les gens à travers ACC ou on les réfère directement à vous, puis vous organisez avec la portion transport, ACC, tout ça? Oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si tu savais, mais là, on a dû fermer nos portes pour la saison de la pandémie. On va réouvrir officiellement le 10 septembre avec notre première session au mois d'octobre. Le site Internet va être live probablement dans à peu près 48 heures et les participants vont pouvoir s'enregistrer directement sur le site. Les fins de semaine sont gratuites. À part d'un enregistrement de 50 $, puis s'il y en a qui ne peuvent pas le payer, on va s'organiser. C'est vraiment juste pour se commettre. Et on va organiser le transport. Donc, si elles sont en dedans de 5 heures d'ici, on va aller, on organise du transport, on va avoir une vanne et on va aller les chercher. Ah ben c'est très, très bien. C'est super. Écoutez, Mme Perron, je vais faire un commentaire. Je vous remercie tellement parce qu'on se connaît du service, on a servi ensemble. Puis, je voulais vous remercier de faire ça pour mes sœurs d'armes. C'est un besoin criant. J'en ai plusieurs alentour de moi avec qui je travaille, puis c'est vraiment quelque chose de sensationnel ce que vous faites. Merci. Merci, Guy. C'est super gentil. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, je vais poser une question. Moi, j'aimerais comprendre plus, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans le soutien des pairs pour les vétérans? Qu'est-ce qui vous avait motivé de bâtir le Transition Life Shop et le Pepper Pod? C'est une très bonne question. Quand moi, j'avais à peu près 23-24 ans, j'ai fait une fin de semaine de ressourcement. Juste avant mon premier déploiement en Bosnie, j'ai fait une fin de semaine un peu comme j'offre maintenant. Et ça a changé ma vie. Parce que ces femmes-là, qui n'étaient pas du tout militaires, à part de une, sont devenues mon clan à moi. Ils m'ont supporté, ils m'ont aidé à travers toutes les étapes de ma vie. Et sans elles, j'aurais pas pu passer à travers bien des choses. Quand j'ai quitté les forces, c'était une des périodes les plus difficiles pour moi parce que moi, je pensais de mourir en uniforme un jour très vieille, là, mais je pensais faire vraiment toute ma carrière dans les forces. Et je me suis ramassée comme civile. Puis tu sais, l'uniforme, là, c'est comme une deuxième peau pour une militaire et un militaire. On le sait, là, quand on retourne notre équipement au quartier maître avant de quitter, on retourne l'uniforme, mais on la garde aussi parce qu'on la porte à vie.
Et quand on retourne notre case d'acier, cette case d'acier-là, là, il y a toute une histoire qui a servi avec nous, il nous a protégés. Et les émotions et la perte de retourner ça, c'est difficile, c'est un gros défi. Là, je vois du monde là, sur le chat, comme Hélène Le Salaire, qui a vécu ça aussi. Puis c'est une période qu'on a besoin d'un groupe. Quand j'ai fait ma fin de semaine, ça donne que c'est mon oncle qui était l'instructeur, le facilitateur de la fin de semaine. Et je lui ai dit, moi, un jour, là, je vais faire ça pour des femmes, des femmes de ma famille, là, de mon clan militaire. Et ça m'a pris quasiment 25 ans, 30 ans, vraiment, pour le faire. Il m'a formé pendant tout ce temps-là. Il m'a coaché. Il était vraiment mon mentor. Et il y a à peu près 3 ans qu'il m'a dit « Qu'est-ce que t'attends, là? T'es prête? » Et finalement, j'ai dit « Bon, c'est vrai. Je commence. J'ai la capacité de le faire. Je vais le faire. » Et c'est pour ça. Et à cause de la pandémie, je l'ai faite à travers le Canada. Je l'ai faite sur toutes les bases militaires, presque. Mais là, la pandémie m'empêchait de voyager pour la faire, mais je voulais continuer. Puis je me suis dit, je suis tannée de voyager aussi. Et donc, je veux que les femmes viennent à moi. Et c'est pour ça que j'ai le centre ici maintenant. Excellent. Et d'après vous, comment le soutien des pères a-t-il évolué au fil des années? Il y a beaucoup qui se passe, beaucoup de changements qui se passent présentement, mais au fil des années, il y a eu une évolution. C'est quoi, comment, tes commentaires là-dessus? Je pense qu'on ne souffre plus en silence autant qu'avant. Bon, c'est sûr qu'il y en a, là, mais je pense que les ressources sont là, on les connaît plus. L'Internet aide à nous connecter un peu plus. Il y a plusieurs organisations, il y en a qui font des podcasts, comme justement Guiriel qui a posé sa question. Et je pense que quelqu'un qui fait appel à l'aide, on se garoche dessus présentement. Et ça fait une grosse différence. Et le stigma, la perception de quelqu'un qui souffre d'une blessure post-traumatique n'a plus la même perception qu'avant. Avant, on se cachait, on avait honte de ça, et maintenant, c'est correct, grâce au général Dallaire en grande partie. Mais on a enlevé comme ce stigma-là attaché avec ça, puis je trouve que c'est extraordinaire. Excellent. D'autres questions, commentaires? On continue. Comment pouvons-nous faire plus, mieux en tant que communauté dans l'écosystème des vétérans? C'est quoi les prochaines étapes? C'était tellement une bonne question. Regardez, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui supportent nos vétérans, nos vétéranes. Impliquez-vous. Impliquez-vous, je dirais surtout aux femmes, soyez présentes, portez-vous volontaire pour siéger sur des CA, des conseils d'administration, des conseils de gouverneurs, mettez votre nom, parlez-en aux gens, dire « Hey, moi je suis disponible, j'aimerais ça ». Oui, c'est du bénévolat, c'est des heures. Allez dans les écoles, enregistrez-vous avec le projet Mémoire. Les jeunes doivent voir des femmes présente dans ces milieux-là. Et c'est la seule chose qui va changer la vision et la perception de nos jeunes. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'une petite fille va se voir en vous et qui va dire « Hey, c'est possible pour moi », le plus qu'elle en voit. Donc, c'est mon avis. Soyez présente. Soyez présente, portez-vous bénévole. On fait une journée ici, d'ailleurs, mi-août, vous allez le voir sur notre site, en passant, qui est pepperpod.ca. Pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi faire du pepperpodding, c'est une manœuvre militaire qui nous permet d'avancer sur l'ennemi avec le support de feu de nos collègues, nos partenaires. Et donc, pepperpod, tout un mot.ca. Ça va être live, comme je dis, dans une couple de jours. On est en train de traduire le site. Mais si vous voulez vous porter bénévole, c'est vraiment pour faire du réseautage. Ici, à Gatineau, c'est à Chelsea.
puis venez travailler un petit peu de vos mains et faire du networking. Fait que ça aussi, ça peut aider. Mais c'est sûr, dès que le site est live et pour cet événement, nous, on va le publier sur notre page Facebook, dans notre réseau aussi, certainement. Donc, on a Anne qui aimerait poser une question. Oui, merci. Moi, je me demandais, parce que c'est drôle, parce que j'étais vraiment dans le même veine que vous, là, on commence à comprendre un peu plus, là, justement, comment on doit faire quand on est vétérane. Maintenant, moi, ma question se place davantage quand on est en service, quand on est une femme en 2021 qui est toujours en service. Comment on fait? Comment on fait avant de transitionner pour se préparer? C'est drôle parce que les fonctionnaires ont, je pense, 2 ans de formation là, avant de prendre leur retraite. Alors, je me demandais, au niveau des forces, si vous êtes impliqués vraiment concrètement là, pour voir comment on peut faire avant là, d'arriver au bout là, de notre carrière, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, ben, c'est toute la notion de libération médicale non souhaitée nécessairement. Donc, aujourd'hui, comment la vétérane est prise en charge? Merci. C'est une très bonne question, Anne. Dans le fond, là, les Forces armées canadiennes ont un très bon programme au niveau du SCAN et de Veterans Transition Network. Là, je ne me rappelle pas en français, mais ça va être le réseau des transitions des vétérans. Il y a vraiment des ressources incroyables pour aider les gens au niveau de comment faire un CV, comment faire des entrevues, comment appliquer pour des jobs, comment trouver ce qu'on veut faire et tout ça. Ça, c'est le côté, je dirais, plus académique ou technique ou comment construire le prochain chapitre. Le côté mental ou peut-être spirituel de ça, c'est vraiment de écouter votre cœur pour savoir qu'est-ce qui va vous allumer pour cette phase-là de votre vie. Pas juste qu'est-ce qui va vous apporter des sous, mais vraiment, là, qu'est-ce qui va faire que le matin, vous allez vous réveiller et vous allez avoir hâte de commencer votre journée. Et ça, si vous le faites et vous le faites bien et vous êtes passionné, l'argent va venir. Fait que moi, ça serait, je pense que c'est les deux côtés qu'il faut travailler quand on se prépare à la retraite. C'est écouter notre cœur. Et pour faire ça, là, ça prend de l'effort, ça prend du temps. Il faut trouver le calme, la sérénité, une bonne marche dans le bois, un petit peu de méditation et savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Je sais pas si ça répond à ta question, Anne. Oui, très bien, merci. C'est ça, dans le fond, on voit dans le fond qu'il y a comme un état d'esprit dans lequel la vétérane peut se placer là, très clairement, puis qui va adoucir peut-être les petits bumps qui vont arriver sur le chemin là, lors de la transition. Puis effectivement, il y a tout un réseau, là, on le voit, nous, on fait partie de ce réseau-là, mais on est loin d'être les seuls. Hein. C'est vraiment un réseau qui est très, 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 très large, bâti sur les pairs. Donc, évidemment que c'est très sécurisant. Ben merci, Sandra, ça répond bien. Merci. Je vais juste rajouter aussi, Anne, tu sais, quand moi j'ai quitté les forces, j'étais dans l'infanterie. On s'entend que l'infanterie, là, on apprend, selon la vie civile, les gens, on apprend à tuer et se faire tuer. On apprend à se battre. Et moi, je me faisais dire souvent, tu peux pas quitter l'armée, là, t'as pas de métier, t'as pas de profession, tu fais juste tirer, puis... Et quand je suis sortie, je suis devenue exécutive à General Motors, parce que c'était tous des ingénieurs et moi, là, qui avaient aucune profession selon eux. Et ils m'ont coaché, ils m'ont entouré, ils m'ont encadré. Ensuite de ça, Bombardier m'a aussi encadré et je suis devenue exécutive. Quand tu as une passion, et moi, quand j'ai embauché 158 ingénieurs et quand j'étais directrice de la qualité et quand je voyais un CV là, qui avait militaire dessus, là,
je les mettais sur la top de la pile parce qu'ils ont quelque chose que d'autres gens n'ont pas nécessairement, même s'ils n'ont pas toute la formation et tout ça. Ils ont de la discipline, ils ont du débrouillardise. Fait que c'est ça. Il faut juste y croire. Il faut juste croire qu'on est capable. Écoute, je trouve ça vraiment fantastique parce que on a vu dans votre présentation là, tous les stéréotypes, évidemment, que femmes civiles ou militaires, définitivement, on fait face puis on essaye pour nos propres enfants là, de casser ces stéréotypes-là puis ces stigmas. Mais ce que je trouve vraiment fascinant, moi j'ai lu votre livre, là, on se pose souvent la question à la Fondation, est-ce qu'on enverrait nos enfants aujourd'hui dans l'armée? Moi j'ai 2 filles, on est plusieurs d'avoir. Bon, on se pose la question, est-ce qu'on enverrait on travaille là-dedans tous les jours, puis nous, on remercie pour le service tout le monde. Là, c'est tellement extraordinaire là, d'avoir le courage puis de servir. Mais en même temps, quand on rapporte ça à nous, à ce qu'on voit aujourd'hui, puis à plusieurs vétérans là, qu'on voit qui, c'est pas évident de la transition. Puis en même temps, le message que vous envoyez, Sandra, c'est le bon message. C'est le message que on travaille tout le monde ensemble pour améliorer tout le système du début jusqu'à la fin, des forces, de l'entrée des forces jusqu'à une transition, disons, réussie. Je ne sais pas vraiment comment on peut définir une transition réussie, mais d'être bien là, dans sa nouvelle vie. C'est des questions quand même qui restent en suspens, puis de voir, évidemment, plus il y aura de femmes qui vont s'engager, puis nous, plus on va faire confiance à ce système-là, plus tout ça va faire un ensemble d'une vie riche, remplie de beaux défis, avec, comme vous dites, des liens de famille que nous, dans le civil, on ne connaîtra jamais. Là. Ça, c'est clair maintenant pour moi que c'est pas quelque chose que nous, on peut ramener là, à quelque chose qu'on a connu. Là. Donc, bref, merci pour le message. Je trouve que c'est intéressant, comme rassurant, puis c'est intéressant de voir toute la lumière, disons, au bout du tunnel. Merci, Anne. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, un gros merci à tout le monde encore. Puis, comme j'ai déjà dit, tout sera publié sur nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente journée. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.